Alors, je m'appelle Roxane, j'ai 21 ans et j'ai côtoyé la mort par le décès de mon père quand j'avais 6 ans, qui est décédé à côté de moi, et par le féminicide de ma mère, qui est aussi décédée à côté de moi. Pour comprendre mon histoire, il faut commencer un petit peu depuis que je suis née. Euh, Mes parents, ils s'aimaient beaucoup, mais ça n'a pas fonctionné, donc ils ont divorcé quand moi j'étais très petite. J'avais déjà un grand frère qui a 4 ans de plus que moi. Et quelques temps après, ma mère, elle a rencontré un nouveau compagnon avec qui elle s'est pas mariée. Mais elle s'est vite attachée à lui. Et il était très gentil avec nous, donc ça s'est très bien passé. Ils ont assez rapidement emménagé ensemble. Lui a emménagé chez nous plutôt. Et avec le temps, il a commencé à devenir un petit peu insultant envers elle. Ça a commencé comme ça. Et ma mère est restée parce qu'elle avait ses propres blessures et elle pensait que c'était un peu un passage, qu'il allait changer. Ensuite, elle est tombée enceinte de mon petit frère. Et à ce moment-là, ça a commencé à devenir un petit peu plus violent pour elle. Elle a commencé à prendre des gifles, ça a commencé à devenir vraiment des insultes, vraiment du manque de respect très régulier, une pression assez pesante à la maison. Nous, on a commencé à le ressentir à ce moment-là parce qu'en fait, on a commencé à ressentir, mon frère et moi, qu'on était différents pour lui. Maintenant qu'il avait son propre enfant, bah, nous, on était un peu des bâtards, les enfants d'un autre. Et il était très jaloux avec ma mère, donc c'est vrai que nous, on représentait un petit peu ouais, les enfants de quelqu'un qu'elle avait aimé et qu'elle aurait pas dû aimer. Et avec le temps, bah, il a commencé à devenir aussi violent avec nous, mais au début, c'était un peu de la correction, disons. C'était un peu excusable dans la mentalité de beaucoup de gens, dans le sens où c'était une gifle parce que j'avais vraiment fait une bêtise, sauf que c'était une très grosse gifle sur un enfant très jeune. Euh, et après, ma mère est aussi tombée enceinte de ma petite sœur, donc ça a à chaque fois renforcé ça. Et c'est vrai que c'était très pesant parce que mon frère et moi, on ressentait vraiment qu'on n'était pas trop voulu dans cette maison. Ma mère faisait tout pour qu'on ait quand même une jolie enfance, hein. Elle nous aimait beaucoup, elle faisait tout pour nous protéger au maximum. Mais c'était... tu sais que t'as pas ta place ici et que t'as rien à faire ici. Au niveau des violences physiques, bah, y avait des coups, bien sûr. Beaucoup de gifles, des choses comme ça. Il avait vraiment une façon de faire qui était différente entre mon frère et moi. Mon frère, c'était vraiment... Il le prenait, il le jetait contre le mur. Et je l'ai vu plusieurs fois faire ça. Ma mère a dû regarder ça aussi. Et mon frère, à ce moment-là, c'était un enfant, quoi. Il avait à peine 10 ans. Moi, c'était des plus petits coups, mais par exemple, c'était beaucoup de douches froides, tout le temps. Dès que je faisais le moindre geste qui lui plaisait pas, c'était des violences, des fois, un petit peu... bah, il mettait des fois ses cendres de cigarettes un peu sur mon dos. Il venait le soir dans ma chambre pour rien faire, mais juste, bah, j'étais un enfant qui avait déjà un peu peur du noir. Et donc, quand c'était l'heure de me coucher et que ma mère était allée se coucher, bah, des fois, il venait juste genre, me mettre un peu la pression. Donc, ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, j'ai encore un peu peur du noir quand je suis toute seule chez moi. Et c'était comme ça un peu tout le temps. Et avec ma mère, c'était de la violence vraiment brutale, vraiment, vraiment très, très brutale. Et il prenait une sorte de... Je sais pas s'il prenait du plaisir, mais ça faisait partie de son fonctionnement que mon frère et moi, on puisse bien entendre, qu'on puisse voir si possible. Euh, Moi, il m'a fait assister à des trucs comme ça de temps en temps, parce qu'il savait que ma mère, elle me confiait des choses, elle me parlait de ça. Euh, et donc ça faisait tout le temps partie de son jeu, un petit peu, c'était tout le temps nous trois. Et puis après, quand il nous frappait, bah, du coup, il pouvait mettre ça un peu sur le dos de ma mère, de voilà, tu peux pas protéger tes enfants, machin.
Et donc ça renforçait tout le temps ce sentiment de d'un côté on n'a pas notre place, d'un autre côté on voit que notre mère elle souffre énormément, d'un autre côté nous on souffre beaucoup aussi, et puis on est tout le temps comparé avec notre petit frère et notre petite sœur. Donc c'est très désagréable, tu grandis dans un mode de pensée où t'as pas le droit d'être là, on n'en a rien à faire que tu sois là, et puis en fait si t'étais pas là ce serait mieux. Donc la violence, elle a vraiment augmenté au fil des années. C'était toujours plus violent, c'était toujours plus régulier aussi. Parce qu'au début, c'est de temps en temps, et puis après, je m'excuse, je suis vraiment trop désolée, je me rattrape, je veux changer, je veux être un bon compagnon, etc. Et au fil des années, les excuses, elles finissent par disparaître un peu. Je pense que je suis pas dans la tête de mon beau-père, mais je pense que c'est au moment où il a compris que ma mère, elle pouvait plus partir. À titre d'exemple, une fois, il m'a fait monter dans leur chambre, à l'étage, pour simplement me sortir une boîte de l'armoire avec son pistolet dedans. Et il me l'a juste montré, ça a suffi. Je me souviens même pas s'il m'a dit quelque chose, mais juste ça a suffi à ce que je comprenne que, bon, c'était pas pour rigoler. Avec le temps, les menaces, elles ont aussi vraiment évolué en termes de violence, dans le sens où au début c'était juste je vais partir, machin, et puis avec le temps, quand il a compris que ma mère pouvait plus partir, c'était je vais tuer tes enfants et puis tu pourras rien faire. Ce à quoi évidemment ma mère se battait contre ça, donc elle lui disait tout le temps tu me tueras pas moi, tu me tueras moi mais tu toucheras pas mes enfants, pardon. Et en fait, un jour, un matin, déjà, on aurait dû se douter que c'était bizarre parce que ma mère partait très tôt au travail. Et ce matin-là, elle est restée et elle voulait m'accompagner à l'école. C'était une des rares fois où elle pouvait m'accompagner à l'école. J'étais encore au primaire, j'avais 10 ans. Je venais d'avoir 10 ans. Et mon grand frère est parti au collège, au lycée, pour vous, c'est le lycée. Et il est parti au lycée. Et moi, je suis restée avec mon petit frère, ma petite sœur, ma mère et mon beau-père. J'aidais mon petit frère et ma petite sœur à se préparer pour l'école. Le soir d'avant, il y avait eu une grosse dispute entre ma mère et mon beau-père parce qu'elle était en train de négocier avec lui qu'il parte de la maison. Et pour ça, elle faisait des gros sacrifices parce qu'il était d'accord, mais à condition qu'elle lui paye un appartement, qu'elle lui paye toutes ses charges et qu'il ait la garde de mon petit frère et ma petite sœur. Et ma mère a accepté ce deal-là, j'imagine, en se disant qu'après coup, déjà le fait qu'il parte, c'est déjà le plus important, et qu'après coup, elle ferait tout pour se battre légalement pour récupérer la garde des enfants. Mais au moins que nous trois, on soit en sécurité. Et donc elle avait accepté ce deal, il devait partir en décembre. Là, on était en octobre. Donc le soir d'avant, il y avait une grosse dispute entre eux, encore à ce sujet-là. Et moi, j'entendais tout parce que ma chambre était pas très loin. Et que j'arrivais pas à dormir, moi, le soir. J'étais tellement terrorisée tout le temps que je dormais très très tard, donc j'entendais souvent tout ce qui se passait. Et ma mère me le partageait aussi. Il faut savoir qu'elle enregistrait même leurs conversations en espérant pouvoir amener ça à la police, sauf que c'était pas recevable parce qu'on peut pas enregistrer quelqu'un à son insu. Et évidemment qu'elle pouvait pas lui dire qu'elle l'enregistrait parce que sinon la mort serait venue beaucoup plus tôt. Et donc ce matin-là, ils rediscutent de la dispute qu'ils ont eue le soir d'avant. Et moi, je vais voir à un moment donné ma mère qui est dans la cuisine. Je sais plus ce que je lui dis, en disant qu'on va bientôt partir, je sais pas quoi. Et en ressortant de la cuisine, je vois mon beau-père qui descend de leur chambre. Et sur le moment, je me pose pas de questions. Je pense pas à l'arme qu'il m'avait montrée quelques temps avant. Ça me vient pas à l'esprit. Je retourne vers mon petit frère et ma petite sœur pour continuer. Ils se brossaient les dents à ce moment-là. Et tout d'un coup, en fait, on a entendu 4 détonations. Et... pardon. On a entendu 4 détonations. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de rassurer mon frère et ma sœur. Je leur ai dit, vous en faites pas,
je pense que c'est les voisins qui font un feu d'artifice. Et en fait, je sais pas pourquoi je leur ai dit ça sur le moment, mais c'est parce que l'odeur de la poudre, elle est tellement forte qu'elle envahit la maison instantanément. C'est une odeur hyper forte qui prend vraiment un peu à la gorge. Et donc, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était de me dire, il y a des voisins qui font des pétards, ou je sais pas, parce qu'en plus, ça fait un bruit monumental. On a l'impression il y a vraiment un mur qui est en train de tomber à côté de notre oreille. Donc, mon frère et ma soeur continuent de se préparer. Et moi, je vais dans ma chambre. Je vais dans ma chambre et je réfléchis. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait vraiment. Je me suis même pas interrogée sur pourquoi ma mère n'était pas venue vers nous, etc. Et il faut savoir qu'il s'est passé un truc assez fou. C'est que donc, les coups de feu ont retenti dans la cuisine. Et dans la cuisine, on avait un perroquet qui était très proche avec ma mère. C'était vraiment son maître. Ils étaient tout le temps sur l'épaule, machin. Et en fait, ce perroquet, il est venu jusqu'à ma chambre. Et quand je l'ai vu à l'entrée de ma chambre, j'ai compris qu'il y avait un problème dans la cuisine, parce que ce perroquet pouvait pas me voir, il me détestait. Donc tout d'un coup, ça a fait un peu tilt, je me suis dit, ok, il y a un problème dans la cuisine. Et j'ai été dans la cuisine, et la pièce était en fait avec un îlot central. Et donc quand je suis rentrée, j'ai pas vu en fait les corps tout de suite, qui étaient derrière l'îlot. Et c'est en m'approchant d'une fenêtre que j'ai vu sur le côté ma mère qui baignait dans son sang et mon beau-père à côté qui venait de se tirer une balle. Et j'ai eu un réflexe de crier en fait. Et mon petit frère a voulu venir vers moi. Et j'ai eu la plus grosse bouffée d'adrénaline de toute ma vie. J'ai vraiment pris mon frère sous un bras, j'ai pris ma petite sœur sous l'autre. Et je suis sortie, je sais même pas comment j'ai ouvert la porte avec les deux enfants sous les bras. Je suis sortie et j'ai couru chez la voisine avec les petits. J'ai sonné chez elle, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un mur qui est tombé. Elle aussi, elle a entendu ça, nos murs étaient adjacents, donc elle a vraiment aussi entendu un bruit énorme dans sa maison. Et je lui ai dit non, c'est mon beau-père, il a tué maman. Et... Pardon. Et donc à ce moment-là, elle a très bien réagi. Elle nous a mis dans un coin. Elle nous a un peu dorloté 2 minutes. Elle a appelé la police et les ambulances tout de suite. Et moi, je sais pas, j'avais une crainte, c'était qu'il soit pas mort et que genre il revienne. C'était horrible. Je me disais peut-être qu'il a pas réussi à se tuer et que là, il va venir tuer notre voisine aussi. Enfin, je me faisais tout un film en me disant mais s'il est pas mort, je fais quoi? Et puis je pense que le moment qui a été hyper douloureux, c'est que mon petit frère et ma petite sœur, ils ont pas compris dans la seconde ce qui venait de se passer. C'est quand on est arrivé chez la voisine, je me suis effondrée en larmes. Et là, j'ai vu mon frère et ma sœur pleurer et se mettre à pleurer. Et j'ai vu qu'ils avaient compris. Pardon. Et c'était très douloureux. Parce que je me disais, j'ai peut-être réussi à les protéger de pas voir les corps. Mais je pourrais pas les protéger de cette souffrance. Et donc, il restait un enfant qui était pas là quand même. C'est mon grand frère, qu'il a fallu ensuite aller chercher dans sa classe. Et mon frère, il m'a dit un jour un truc qui m'a encore plus brisé le cœur, c'est quand quelqu'un de notre famille est venu le chercher en classe, lui, il a cru que c'était moi qui étais morte. Et quand en fait, il a su que c'était notre mère, finalement, il était presque pas soulagé, mais c'était différent. Et c'est vrai que c'est parce que mon frère et moi, on a toujours été les deux dans cette situation. Et quand notre père est décédé plusieurs années avant, on était aussi ensemble. Et dans le mécanisme que mon beau-père avait de violence, ça fonctionnait avec nous deux. On était toujours les deux dans le truc. Donc c'est vrai que si lui était décédé sans que moi je décède ou inversement, ça aurait été complètement illogique, ça aurait été une souffrance horrible. Et je pense que mon beau-père aurait pas fait ça. Et je suis contente que ce jour-là, mon frère soit parti à l'école parce que je pense que s'il était resté, on y serait passé aussi.
Quand la police est arrivée, c'est hyper flou parce que il y avait tellement de gens autour de nous, il y avait toute la famille qui arrivait. J'ai vu ma grand-mère arriver, donc ma grand-mère qui venait de perdre sa fille, qui était là en essayant de comprendre ce qui se passait, parce que la majorité des gens de notre entourage ne savaient pas vraiment ce qui se passait chez nous. En tout cas pas complètement, parce que ma mère voulait vraiment protéger les gens, parce qu'il menaçait tout le monde, il voulait tuer toute notre famille. Il savait que si ma mère elle parlait, lui il n'hésiterait pas à aller la tuer elle ou tuer n'importe qui. Il avait complètement perdu le contrôle. Et donc quand tout le monde est venu, c'était vraiment le flou. Nous on était dans la salle de jeu de la fille de ma voisine, en train de jouer au Playmobil pendant que les policiers étaient à côté de nous en train de interroger mon grand frère. C'était très spécial. Je pense que les adultes qui étaient présents se souviennent peut-être mieux de ce qui s'est dit à ce moment-là. Et donc, évidemment, les ambulanciers, etc., sont aussi rentrés dans la maison pour aller constater ce qui s'était passé, le décès. Et c'est après qu'ils nous ont dit que lui, il aurait pu survivre si vraiment les secours étaient intervenus immédiatement dans les quelques minutes. Et moi, c'est horrible, hein, mais j'étais contente que ce soit pas le cas parce que je me disais, mais s'il avait survécu, j'aurais fait quoi? Enfin, je veux dire, même s'il avait été en prison, ma vie aurait été terminée de toute façon. Et ils nous ont rassurés, bon, je sais pas si c'est rassurant, mais ils nous ont un peu expliqué que ma mère avait pris 3 balles dans le corps à plusieurs endroits et que donc elle n'avait pas eu le temps de souffrir. Et ça a un peu fait grandir une image en moi que le moment où je l'ai vue, c'était vraiment c'était en termes de secondes, un peu tout ce qui s'est passé ce matin-là, en termes de minutes. Au moment où je l'ai vue, en fait, elle rendait un peu ses derniers souffles. Et puis, je suis contente de me dire que peut-être que la dernière personne qu'elle a vue, c'est pas lui, mais moi. C'est une image qui me rassure de me dire, au moins, c'est pas lui qu'elle a vu en dernier, avant de partir. Et donc, bref, quand les médecins, la police a eu terminé, nous, on a été manger chez quelqu'un, il fallait organiser un peu, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec 4 enfants. Et puis aussi 4 enfants qui sont complètement traumatisés par la situation, toute ma famille qui tombe des nues, qui essaie de comprendre, nous qui essayons d'expliquer, mais en même temps on est tellement brisés. Enfin, je veux dire, vraiment, ce jour-là, j'ai l'impression que cette journée elle est passée en quelques minutes et il s'est passé tellement de choses et ça allait tellement vite, j'ai des souvenirs vraiment flous. Donc on a été manger, on a essayé de s'occuper un peu de nous, essayer de savoir où est-ce qu'on allait dormir aussi, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc vraiment on a de la chance que notre famille et les proches de ma mère ont été très soudés, dans le sens où ils se sont tous organisés. On a dormi un long moment encore chez nous et eux, les adultes, faisaient des gardes alternées entre la meilleure amie de ma mère, ma tante par exemple. Elle faisait des gardes alternés pour venir dormir avec nous, s'occuper de nous, etc. Le temps de trouver où on allait aller pour vivre. Il faut savoir que ma mère, elle avait un visage très doux. Un visage vraiment, vraiment très doux, avec des beaux yeux bleus, très expressifs. Et je sais pas ce que j'ai vu ce jour-là dans ses yeux, exactement. Ou si elle respirait encore et qu'elle m'a vraiment vue, j'en sais rien du tout. Mais moi, ce que j'ai ressenti en la voyant, c'était une forme de soulagement. Et c'est un côté hyper triste. Ça a vraiment un côté, quand j'y pense, seule avec moi-même, c'est un côté hyper triste de me dire que peut-être elle a été soulagée que ce soit terminé. Et je sais pas si c'est elle qui était soulagée ou si c'était moi. Je sais qu'avec le recul, je suis soulagée que ça se soit passé comme ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu 10 000 autres solutions en réalité. Et ouais, je crois que c'est un peu ce que j'ai perçu ou ce que j'ai interprété dans son regard. Vraiment, elle a eu un enterrement de diva. Le meilleur ami de ma mère, il est photographe. Et comme ils passaient beaucoup de temps ensemble, il prenait un peu tout le temps des photos d'elle au travail. Puis c'était une femme qui rigolait beaucoup et qui avait un sourire très communicatif. Donc lui, il avait fait imprimer des très beaux portraits d'elle.
des très belles photos qu'il avait prises un petit peu au fil des années. Et il les avait exposées sur des chevalets, un peu vers là où il y a le cercueil. Et nous, en fait, on est arrivés dans les premiers, on s'est installés tout devant. Et j'ai pas vu tout de suite le monde qu'il y avait. Et c'est au moment où j'ai été, moi, faire un petit discours qui a été une catastrophe, une catastrophe. Mon frère a dû intervenir pour lire mon petit papier tellement j'arrivais pas à retenir mes larmes. Et c'est là où j'ai vu la salle était bondée. C'est déjà une chapelle qui est très très grande à Genève. Et là, vraiment, elle était complète, complète. Les gens étaient debout derrière. Il y avait tous les gens qu'on avait côtoyés, tous les gens que ma mère avait côtoyés. Il y avait vraiment un soutien énorme. Et moi, c'était un peu... Ça a été hyper fort de voir ça. Parce que j'étais là, voilà, ces gens, ils nous abandonnent pas. Et ma mère, elle part pas toute seule. Elle a été toute seule dans cette situation, mais elle ne part pas toute seule. C'est moi qui ai choisi... On peut choisir les tenues qu'il porte. Et c'est moi qui ai choisi sa tenue. Ma tante et sa meilleure amie m'avaient proposé de choisir dans toute son armoire. Et donc j'ai choisi un habit qu'elle aimait beaucoup, qui lui allait hyper bien. Et du coup, c'est bizarre parce qu'elle était belle. Et puis, ils avaient bien... En fait, en tombant, elle avait eu des éraflures, etc. Donc ils l'avaient bien maquillée. Elle était toute jolie. Et puis, ouais, elle avait l'air paisible, elle était bien. Alors, être dans une ambiance qui donne l'impression qu'on peut mourir à tout instant, c'est déstabilisant, en fait. J'ai l'impression que les années de ma vie très importantes, donc le développement de mon enfance, s'est fait de façon vraiment instable et un peu sur des œufs, toujours très fragile. Donc j'ai l'impression que mon développement, il s'est pas hyper bien fait. Ça fait une angoisse un petit peu permanente parce qu'on doit faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout le temps. Et à titre d'exemple, par exemple, il y a une fois où on était en vacances et mon frère se souvient aussi parfaitement de cette scène parce que ça représente bien l'angoisse qu'on vivait. Il y a un matin où on déjeunait et mon frère a fait tomber la brique de lait par terre. Et les deux, on se souvient d'avoir fait et de s'être regardés en sachant que ça allait partir. Et en effet, mon beau-père est venu, il s'en est pris à mon frère, il l'a jeté contre le mur, vraiment hyper violemment. Et ma mère et moi, on était à côté, ma mère, elle criait, enfin, voilà. Et je pense que cette situation, elle représente bien tout le temps, c'est tout le temps un peu... On a l'angoisse qui monte de est-ce que j'ai fait un pet de travers, est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui va m'arriver en fait, on sait jamais. C'est tout le temps un peu l'imprévu. Alors, je crois que ma mère pouvait pas partir parce qu'au début, quand elle aurait dû le faire, comme on dit tout le temps, hein, après la première gifle, il faut partir, bah elle l'a pas fait après la première gifle. Parce que je crois qu'elle avait ses propres blessures à elle, familiales, masculines, etc. Et que donc elle avait confiance en lui. Elle pensait vraiment, je pense, qu'il était... qu'il allait pas devenir comme ça en fait et qu'il allait pouvoir changer entre guillemets et donc elle est pas partie après la première gifle, pas après la deuxième, et quand elle a eu des enfants, et ben en fait les enfants c'est vraiment un moyen de pression énorme parce que si tu pars, bah je garde mes enfants et tu pourras jamais les voir, ou bien si tu pars, bah je les kidnappe et puis je pars dans un autre pays et tu pourras plus jamais les voir. Donc les enfants c'est vraiment un moyen de pression énorme. Et là, je parle pas de mon grand frère et moi, je parle bien des enfants qu'ils ont eus ensemble. Et donc, je pense que ma mère, elle avait tellement peur qu'ils partent avec les petits ou bien qu'ils leur fassent du mal. Parce qu'avec eux, il a toujours été... bien sûr qu'ils ont grandi dans un climat de violence quand même. Parce qu'un enfant ressent beaucoup les choses, mais ils n'y ont pas été confrontés au sens que il les a pas frappés directement, il a pas fait tout ce qu'il faisait avec nous, disons. Mais je pense qu'elle tenait tellement à essayer de les protéger et d'éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit qu'en fait, bah, ça amène à ce que la violence chez lui, elle grandit parce qu'il ressent que là, tu vas pas partir. Donc, jusqu'à la fois prochaine où tu voudras partir, il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et puis, petit à petit, en fait, t'es vraiment dans une prison où jamais tu pourras sortir. Cette situation ne m'a pas traumatisée des hommes, au sens qu'on pourrait l'entendre.
j'ai pas peur des hommes. Par contre, je peux vite être en colère contre les hommes. Euh, Si un homme me parle mal, je peux partir vite au quart de tour en fait. Ça crée chez moi un effet genre de protection, de vraiment plus aucun homme ne doit me parler comme ça, plus aucun homme ne doit me regarder de travers, plus aucun homme. Donc ça me rend vachement intolérante en fait avec la jante masculine. Ce qui fait que je suis très souvent la très bonne amie, mais en fait il me voit même parfois plutôt comme un garçon. Et c'est moi qui veux un peu ça, hein. C'est moi qui instaure ce côté je suis masculine, donc me prends pas comme si j'étais une fille fragile, etc. Alors que rien à voir en plus de ça. Mais j'ai pas peur d'eux, mais je m'en protège au maximum et je suis plus sur la défensive en fait. Alors pour mon père, il faut savoir que c'est un enfant qui a été très meurtri aussi quand il était plus jeune. Il a eu une enfance vraiment compliquée, avec une mère pas très chouette non plus. Il s'est un peu démerdé tout seul, etc. Et le fait de se retrouver un peu seul au monde et seul face au monde, ça l'a amené notamment aux addictions. Donc il est vite tombé dans l'alcool et il fumait beaucoup, beaucoup de cigarettes. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il était violent avec lui-même en fait. On voyait qu'il était meurtri, qu'il était rongé un peu par la vie. Mais avec nous, c'était un père fantastique, vraiment. On n'avait pas un sou avec mon père, mais il était fantastique et il nous faisait vivre plein d'aventures. C'était un artiste, donc il avait cette imagination sans fin, ce renouvellement sans fin non plus. Et en fait, un jour, on dormait tout le temps avec mon père, mon frère et moi, on dormait les trois dans le même lit. Et un jour, on était chez des amis à lui, et puis on dormait ensemble comme d'habitude. Et en fait, il a fait une crise cardiaque pendant la nuit. Et moi, j'ai toujours cru que c'est mon frère qui s'était levé d'abord, qui l'avait vu et qui m'avait sorti de là et qui avait appelé justement les amis, etc. pour qu'ils appellent les pompiers, tout ça. En plus, on était en France, donc c'était compliqué. On pouvait pas appeler notre maman comme ça. Je sais même pas si mon frère avait déjà un téléphone. Je crois que oui, mais bon. Et en fait, lui m'a appris des années plus tard que c'est moi qui me suis réveillée en premier. Et qui ai trouvé ça bizarre que mon père dorme parce que, en fait, l'addiction faisait qu'il se réveillait très tôt. Parce que, bah voilà, il fallait qu'il boive, il fallait qu'il fume une clope, c'était plus fort que lui. Donc, en fait, je me suis réveillée, je l'ai vu, il était tout bleu. Et puis, bah, en fait, j'ai réveillé mon frère et mon frère a pris soin de moi, il m'a sorti de là et justement, il a contacté tout le monde, il m'a protégée au maximum, les pompiers sont venus. Mais bah, c'était trop tard parce que vraiment ça avait dû se passer dans son sommeil ou très tôt le matin. Mais c'était trop tard pour faire quoi que ce soit pour lui. Ils ont essayé mais ça n'a pas fonctionné. Et puis bah, après on nous a amenés chez notre mère et voilà. Alors dans ma famille, la mort c'est pas un tabou. Pas du tout. C'est vrai que j'ai une famille où il y a beaucoup de gens qui sont partis. Où il y a beaucoup aussi un peu de traumatisme personnel à gauche à droite pour des histoires différentes. Donc j'ai une famille qui est très ouverte à la discussion vraiment et ça c'est une chance parce que ça a fait que chaque fois que j'ai eu besoin de pleurer, chaque fois que j'ai eu besoin qu'on me dise que c'était pas normal ce qu'on avait vécu parce qu'on normalise nous-mêmes hein, la chose, j'ai pu aller, je pense à ma tante hein, premièrement qui est vraiment une femme avec qui on entretient une relation qui tourne beaucoup autour de ma mère des fois et ça fait que elle et moi on a besoin des fois de la garder un peu auprès de nous, on a envie un petit peu pas qu'elle parte aux oubliettes en fait et donc on peut mutuellement un petit peu en discuter. Ah j'ai pensé à ça l'autre jour, ça m'a fait penser à elle, ah bah l'autre jour j'ai vu ça, ça m'a rendu hyper triste machin. Donc pour ça j'ai beaucoup de chance. Ma grand-mère est une femme hyper douce aussi qui est très pudique sur ses émotions. C'est vrai que j'ai une famille par contre qui est pudique sur ce qu'elle ressent. Mais par contre on discute facilement. De ce jour-là en particulier, pas trop non. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est eux, mais bah, c'est aussi que j'ai été la seule à voir ça. À le voir. Et chaque fois que j'en parle, ça me met dans cet état-là. Donc moi, j'ai pas trop envie de parler de ce jour avec eux. Bien sûr, on en a déjà parlé.
On m'a aussi questionné là-dessus, bien sûr. Et ils ont essayé de m'entourer, on s'est tous entourés, on s'est tous protégés un petit peu les uns les autres, on a pris soin au maximum les uns les autres. Mais je crois pas qu'on parle beaucoup de ce jour-là en particulier. Si ça me fait du mal de pas pouvoir en parler, non. Non, ça me fait pas du mal. Mais parfois, je ressens un petit peu le... C'est horrible à dire, hein. J'aurais pas voulu que quelqu'un d'autre voie ça. Parce que encore aujourd'hui, ça me traumatise. Encore aujourd'hui, je me lève souvent le matin en ayant cette première image en tête. Donc pour rien au monde, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre voie ça. Mais je me dis, si ça avait été le cas, comme avec mon père, par exemple, il y aurait au moins une autre personne qui, peut-être, qui comprendrait certaines choses. Je sais pas. J'aurais peut-être une personne avec qui je me dirais, je peux pleurer en criant sans que ça ait l'air bizarre. Je peux vraiment faire exploser tout ça sans que ça ait l'air, ouais, un petit peu étrange ou qu'on comprenne pas trop. Parce que cette personne aurait vu ce que j'ai vu et elle aurait cette même émotion en elle. Ce que cette expérience m'a apporté, je pense déjà ça m'a permis de vivre ma vie. Donc c'est le point positif un petit peu quand même, faut pas l'oublier. Et ce que ça m'a apporté, en fait ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur mes capacités personnelles, sur les capacités des gens qui m'entourent aussi, reconnaître qui est bien pour m'entourer ou pas. Ça m'a appris, je pense, ça m'a appris un peu à me débrouiller. Ça c'est sûr. Ça nous a tous appris, là, les 4 enfants qu'on est, ça nous a tous appris à nous démerder un petit peu. Ça... Je pense que ça m'a donné une rage qui est bien. Parce que justement, ça me permet d'avoir envie de militer au maximum pour les violences conjugales et la place des enfants là-dedans. Et ça, je veux vraiment pas la perdre, cette rage qui est en moi. Alors, quand je vois que, en fait, depuis 10 ans, ça a pas tant changé que ça, les plaintes pour violences conjugales, qu'il y a toujours autant de féminicides, en fait, là, c'est pas de la rage que je ressens, mais c'est de la haine. Mais pas contre des personnes en particulier, mais contre le système, en fait, qui est pas préparé, en fait, à ce genre de choses. J'en veux même pas aux inspecteurs de police individuellement, mais ils sont dans un système où ils sont pas suffisamment préparés à ça, où il faut chaque fois des preuves, sauf que c'est très compliqué d'amener des preuves dans ce genre de contexte. Comme je disais avant, ma mère, elle enregistrait des audios, mais qui sont vraiment horribles à écouter, parce que c'est d'une telle violence, et les mots qu'il utilise, on l'entend la frapper, etc. Mais ça, quand on va à un poste de police avec, c'est pas utilisable, et on peut rien faire. Et non, désolé madame, il faut rentrer chez vous, en fait. Donc moi, c'est vraiment de voir que ça n'a pas évolué, ça me met une haine vraiment, ouais, énorme. Une haine et une incompréhension de me dire, mais à quoi ça sert alors? À quoi ça sert quand on essaie de se battre et puis qu'en plus de ça, on entend encore des gens qui disent, ah bah voilà, il faut aller porter plainte. Oui, bon, bah merci, mais si je vais porter plainte, en fait, il faut compter aussi que quand je vais au poste de police, lui, il se demande où je suis. Parce que lui, il surveille le moins de faits et gestes que je fais. Et je dois lui dire tout le temps où je suis, ce que je fais à telle heure. Je peux pas aller dans un poste de police 3 heures de temps. C'est pas possible. Et si en plus de ça, je prends ce risque-là et que j'en ressors bredouille, entre guillemets, je veux dire, mettez-moi directement le couteau sous la gorge, c'est plus rapide. Et désolé pour ces termes, mais parce que c'est comme ça que je vois la chose. Et moi, j'essaye un maximum justement de parler de ça et quitte à justement devoir témoigner de ma propre vie, parce que je comprends pas que ça évolue pas, en fait. Et j'en ai marre qu'il y ait des femmes qui décèdent, des mamans, et encore plus qu'il y ait plein d'enfants qui restent dans cette situation. Alors, il y a un enregistrement qui est très violent pour ma mère, mais qui est aussi violent justement pour ma tante. Parce qu'il faut savoir que ma tante a adopté un enfant il y a maintenant plusieurs années, et que cet enfant est de couleur, tout simplement.
Et en fait, dans cet audio, donc mon beau-père, il insulte ma mère, je veux dire, il s'arrête pas, il est hyper violent, on l'entend elle qui crie aussi, parce que elle lui dit m'approche pas, puis en fait il s'approche, puis vraiment on l'entend, et en plus c'est terrifiant parce que lui il crie pas, il parle avec une voix très forte, mais d'un ton assez posé finalement. Lui, on dirait qu'il est même pas dans la colère en fait. C'est vraiment, il est juste dans la folie, mais on dirait qu'il est même pas dans la colère. Et donc il lui parle comme ça, mais comme un chien en fait. Euh, bah, il la traite beaucoup de pute, de salope, tout ce genre de mots. Il utilise un peu toutes ces insultes qui finalement, quand on les entend au quotidien, c'est un peu banal, mais là, de le dire à une personne qu'on est censé aimer, et avec une telle violence, c'est comme si c'était vraiment... Je me suis trompée en disant qu'il lui parlait comme si c'était un chien, parce que c'est pas vrai, il lui parlait même pas comme si c'était un chien, il lui parlait vraiment comme si c'était un objet, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui a pas d'importance, quelque chose qu'on peut blesser et qui va rien faire, parce qu'elle peut rien faire. Et notamment, bah, du coup, il y a un moment donné où il parle de ma petite cousine en utilisant des termes très racistes. Et ça, bah, je dois vous dire que quand ma tante, elle les a écoutés, ah bah ça fait très très mal. Donc moi, c'est des paroles que j'ai encore un petit peu en tête, surtout les insultes, hein, parce qu'elles sont très présentes. Mais ça a été douloureux pour toutes les personnes qui ont pu écouter ça. Alors moi et mes frères et sœurs, on a repris le cours de la vie assez bien, je crois. Mon frère, il s'est beaucoup réfugié dans les jeux vidéo, mon grand frère. Il aime beaucoup ça, mais il y a un moment donné où on s'inquiétait un petit peu pour lui parce que bah, il était tout le temps là-dedans, mais il réussissait quand même assez bien à l'école, etc. Moi, la période adolescente a été un petit peu plus compliquée. J'ai fini par habiter en institution. Et puis, ouais, j'ai eu des petits passages un petit peu sombres, on va dire, que j'accepte complètement hein, maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, c'était un petit peu... Bah, t'as envie de mourir, mais en même temps, si tu meurs, bah... Tous les sacrifices que ta mère, elle a fait, c'est-à-dire aussi sa propre vie, bah à quoi ça a servi. Donc t'es un peu dans un truc de... Mais moi, je vais hyper mal sur cette terre, je trouve pas ma place, j'ai l'impression... Enfin, tout ce que j'ai aimé le plus est parti, donc voilà. Bref, c'est un peu compliqué. Mon petit frère et ma petite sœur, bah, ils sont passés par un autre chemin parce que c'est vrai que eux, ils avaient déjà assimilé le fait que leur propre père avait commis un tel acte. Et c'est très différent à vivre parce que mon grand frère et moi, on pouvait un petit peu le détester, on va dire. On pouvait dire, voilà, de toute façon, c'était qu'un connard, machin. Eux, ils ont vécu avec un père qui les aimait et qui leur montrait de l'affection. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés, bah... Est-ce que ce soit un meurtrier? Ouais, je fais des cauchemars des fois. Je fais un cauchemar. C'est toujours le même. Et depuis des années. Mais avec les années, il s'estompe un petit peu, je dirais. Des fois, il revient en force quand tout d'un coup, j'ai une période très difficile ou quelque chose qui me rappelle des émotions désagréables, etc. Pas forcément des souvenirs désagréables, mais des émotions désagréables. Mais c'est toujours le même. C'est que je suis couchée dans mon lit, et ce, peu importe la chambre où je suis, hein, peu importe, avec les années, j'ai déménagé plusieurs fois, mais chaque fois, ça s'est adapté à là où je vivais. Et donc, je suis couchée dans mon lit, et mon beau-père est dans le coin de la pièce, et il me regarde. Il fait rien, il dit rien, mais il me regarde, il me fixe, et il fait sombre dans cette chambre, mais suffisamment éclairé pour que je le voie, et moi, je peux pas bouger. Je suis bloquée dans mon lit, et je peux que sentir sa présence et le regarder, qui me regarde avec ce regard qu'il savait si bien faire, qui est terrifiant. Et je suis là pendant des heures à vivre une angoisse
sur laquelle j'ai pas vraiment de mots à poser en plus parce que je sais pas ce qui m'angoisse, mais en même temps, bah, c'est le simple fait qu'il soit là à me regarder et que je sache pas à quoi il pense. Et voilà. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je me réveille. Après cet incident, ma vision, elle a d'autant plus évolué sur le fait que les gens peuvent partir à n'importe quel moment. Je pense que déjà avec le décès de mon père, je m'en étais rendu compte. Mais là, le fait de vraiment... mon père est décédé pendant son sommeil. Donc, j'ai l'impression que... Et puis là, la cause de la mort était un peu moins brutale aussi. Et là, d'avoir vu ma mère et 2 minutes après qu'elle soit décédée, ça m'a vraiment fait réaliser que les gens peuvent partir n'importe quand. Que ce soit un décès ou même dans la vie de manière générale. Donc ça fait que quand j'aime les gens, je les aime à 2000%. Parce que je donne tout pour le temps qui nous reste, entre guillemets, ensemble. Mais d'un autre côté, ça fait aussi que je prends beaucoup de temps à m'attacher et que j'ai tendance à rester, même avec ma meilleure amie, je laisse toujours une sorte de distance de « Ah, on sait jamais !» Donc c'est vrai que ça rend les relations des fois un petit peu compliquées. Je pense qu'il s'est suicidé parce que, même si c'est douloureux à dire, hein, je crois qu'il aimait vraiment ma mère. Vraiment, vraiment. Mais juste, ça, c'est parti sur de la folie, sur une obsession. Et donc, je crois qu'il n'aurait pas été capable de vivre sans elle. Parce que son amour et ce qui le nourrissait, c'était elle, en fait. Donc, je pense qu'il n'aurait pas survécu tout seul. Il en avait rien à faire d'aller en prison. La prison, c'est parce qu'il lui faisait peur. C'est d'être sans elle qui lui faisait peur. Si je trouve la vie courte. Comme mes parents sont décédés assez jeunes, ma mère a 42 ans et mon père a 47 ou 48 ans, c'est vrai que ça donne quand même cette réflexion de « Ah oui, en fait, ça peut être n'importe quand et donc la vie peut être assez courte. » Parce que si je venais à mourir demain à 21 ans, je serais quand même là, mince, j'avais pas mal de trucs à vivre. Donc, c'est vrai que chez moi, ça renforce un petit peu plus souvent cette sensation de faudrait que je profite avec ceux que j'aime, avec ceux avec qui j'aime passer du temps, ce que j'aime faire, etc. Pour éviter que ça se finisse trop vite. Dans les violences conjugales, je pense que ce qui fait le plus mal sur la durée, en fait, c'est quand même les violences psychologiques, disons. Et je dis pas ça pour dénigrer les violences physiques, hein, loin de là. Mais quand on s'est fait un peu démonter la gueule physiquement, les cicatrices, on peut les réparer. Il y a même des personnes qui en font quelque chose de joli en se faisant un tatouage avec, ou on peut peut-être plus facilement réparer son corps, en prendre soin, malgré toutes les difficultés que ça va bien sûr amener, hein, notamment le fait de ne pas oser se montrer devant des gens ou quoi. Mais je pense que la violence psychologique, en fait, elle reste ancrée plus longtemps et elle est beaucoup plus compliquée à soigner, disons. Je sais pas si je suis bien placée pour conseiller quelque chose à des femmes qui vivent ça maintenant. Parce que, bah, il y a la fameuse phrase type, hein, de dire, bah, après une première gifle, il faut partir. Mais les femmes qui vivent ça maintenant, en général, c'est justement qu'elles sont pas parties après la première gifle. Et donc qu'elles se sentent emprisonnées. Mais je crois que je dirais quand même ce truc bateau, qui pourtant me met assez en colère quand on me le dit, c'est faut parler, faut le dire, même si on a peur. Je sais que c'est hyper dur d'aller dire à quelqu'un de sa famille parce qu'on a peur après pour cette personne. Mais dès qu'il y a possibilité d'avoir une personne droit dans les yeux sans que l'homme ou la terreur soit là, c'est de lui dire, faut me sortir de là et peu importe la manière, peu importe. Faut partir, sortez-moi de là. Mais ça, c'est quelque chose que je dirais dans un monde utopique parce que c'est pas possible de le faire, je pense, en vrai. Tout le contexte fait que c'est pas possible d'avoir ce genre de moment seul à seul avec quelqu'un d'autre. Et c'est encore moins possible de sortir comme ça. Bah viens, je te prends, on part de la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Lui, il va pas lâcher l'affaire et il va te retrouver peu importe où. Je crois que si ma mère en avait plus parlé, ça aurait pu être évité. Parce que justement, elle avait des personnes très bienveillantes autour d'elle. Pas forcément des personnes avec
beaucoup de moyens, entre guillemets, pour la sortir de là. Mais en tout cas, je sais pas si ça l'aurait sauvée, parce que ce qui l'aurait sauvée, c'est que quand elle est allée porter plainte, qu'on vienne la sortir de là. Mais je pense que ça aurait pu lui enlever un petit peu cette solitude qu'elle devait avoir avec elle tous les jours. Ça me met un petit peu en colère le fait de savoir que ma mère est allée voir la police avec des preuves audio, mais que les agents aient rien pu faire parce que c'est pas une preuve recevable. Ça me met en colère. Je vais pas le mentir, je vais pas le cacher. Mais comme j'ai pu dire avant, ça me met pas en colère contre les personnes individuellement, contre le gendarme qui l'a reçu ce jour-là. Ça me met en colère contre le système qui est au-dessus d'eux, qui fait que même s'il avait été de très bonne volonté, même s'il avait été hyper éthique et qu'il avait voulu vraiment apporter son aide à ma mère, bah, il aurait pas pu, en fait. Parce que, bah non, c'est pas une preuve recevable, donc je peux rien faire. Donc ça me met en colère, vraiment. Je crois que pour améliorer les choses de ce point de vue-là, c'est pas la police qui doit premièrement changer, c'est ce qu'il y a au-dessus encore. Justement au niveau des lois, par exemple, que quand une femme vient et qu'elle n'a pas le bras cassé mais qu'elle a un bleu, que ce soit quand même recevable. Parce que pour le moment, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ah oui, madame, mais c'est pas suffisant. Ok, mais alors qu'est-ce que je fais? Je viens avec lui quand il a son flingue sur ma tempe, en fait. Je viens avec lui au poste à ce moment-là et là, ce sera suffisant. Donc, je pense que c'est très très délicat et que la police est dans quelque chose d'assez inconfortable en ce moment, en plus avec le nombre de femmes qui commencent de plus en plus à en parler. Mais je pense que vraiment le système qui est au-dessus d'eux doit changer d'abord, et eux ensuite, mais que aussi au niveau de la société, que nous, on change là-dessus aussi. Alors moi je suis contre la peine de mort, pour des raisons religieuses aussi, parce que je crois que personne n'est en droit, ni un meurtrier, ni la loi, n'est en droit de décider de vie ou de mort sur quelqu'un. Alors, étrangement, même si avec toute la colère que j'ai, ou que j'avais plutôt, pour mon beau-père, et toute la peur que j'avais aussi de lui, et que j'ai toujours de lui par contre, s'il n'était pas mort, j'aurais quand même pas voulu qu'il ait eu la peine de mort. Et aussi parce que, j'aurais pas pu supporter que mon frère et ma sœur, les petits, ils aient à affronter ça, en fait. Je crois que avoir un père ou une mère qui va en prison pour des choses aussi horribles, c'est déjà très dur à vivre. Et il faut vraiment se reconstruire avec. Mais alors, devoir assister ou savoir que cette personne va être condamnée à la peine de mort, je trouve ça un petit peu hard. Si mon beau-père était encore en vie en prison, est-ce que j'aurais vécu différemment? Bien sûr, parce que je serais partie de Genève, je pense. Moi, ma famille, je pense qu'on serait partie de cette ville pour aller le plus loin possible de lui. Je sais que ma mère avait voulu, plusieurs années avant, qu'on se fasse des faux passeports pour partir, tout quitter et partir loin de lui du jour au lendemain. Mais bon, c'est très compliqué. Mais je pense que là, s'il avait été en prison, on aurait demandé quelque chose de légal et de quitter loin de lui. Parce qu'un jour, il serait sorti et là, ça aurait recommencé. Je trouve horrible la pression qui plane au-dessus des femmes qui ont des ex-compagnons en prison après tout ce qu'ils leur ont fait. Parce qu'elles savent qu'il va bientôt sortir, ou du moins qu'il va sortir un jour. Et donc, il pourra revenir sonner à la porte et puis recommencer ou pas tout ce qu'il a fait. Mais je pense qu'ils sont arrivés à un point où ils sont tellement dans une forme de folie, et en plus de ça, qui est alimentée par de l'amour, et je mets des guillemets parce que on est d'accord, c'est de l'amour complètement dingue, mais de l'amour quand même, que je pense qu'ils
ils ont de toute façon envie de revenir et terminer ce qu'ils avaient à faire et recommencer une histoire d'amour comme ils l'entendent. Donc, je trouve vraiment horrible. Parce que je me dis, en fait, tu sais, c'est comme si justement t'attendais dans le couloir de la mort. Sauf que toi, t'es en liberté. Hein. T'es chez toi, tu vas travailler tous les matins, tu te lèves. Mais t'es comme dans un couloir de la mort parce que le jour où il va sortir, bah, ce sera aussi ton jour. Ou bien, en tout cas, peut-être que t'as cette impression. Et donc, je sais pas quelle serait la solution, mais je crois qu'ils doivent pas sortir, eux. Ils doivent pas sortir. Dans certains cas, je suis pour la peine de prison à vie, pour ces personnes, par exemple. Parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui les diffère des meurtriers en série, hormis le fait qu'ils tuent pas forcément plusieurs personnes d'affilée, etc., etc. Mais la façon qu'ils ont de contrôler une personne, de manipuler une personne, parce qu'en plus de ça, souvent, c'est des personnes très charismatiques, parce que souvent, c'est des personnes qui ont l'air hyper sympas, qu'on peut approcher très facilement, ça fait que je les trouve vraiment très dangereux pour les femmes qu'ils ont déjà battues ou les futures femmes qu'ils vont battre, parce que je pense pas qu'ils s'arrêtent. Je dirais que pour les femmes qui ont tué leur mari violent, je suis partagée. Parce que, eh ben, je crois que quand on tue quelqu'un, même quand c'est pour se défendre, eh bien, il faut quand même qu'on ait une sanction. Mais je crois pas que la prison soit une bonne sanction pour ces femmes. Parce que la prison, c'est ce qu'elles ont vécu toutes ces années. La prison, elles connaissent. Hein. Le fait d'être enfermées derrière des barreaux, ça change rien à tout ce qu'elles ont déjà vécu. Donc, je suis pas sûre que ce soit la solution, disons, comme pénalité. Moi, j'aurais plus proposé une pénalité, disons, d'une obligation de suivi, en fait. D'un suivi psychologique pour qu'elles puissent se reconstruire. Notamment parce que elles ont vécu tout ça pendant des années et qu'en plus de ça, elles ont tué quelqu'un. Et que c'est spécial, je pense, de tuer quelqu'un. Mais une peine privative de liberté, je vois pas trop le sens. D'autant plus quand on sait tout ce qu'elles ont vécu. Je trouve ça assez fou, parce que c'est lui qui devrait être en prison, mais c'est elle qui y finit. C'est pas très logique pour moi. Mais je pense qu'elle devrait avoir une peine, disons, d'obligation de soins, par exemple, pour qu'elle puisse se reconstruire et se réadapter à une nouvelle vie. Est-ce que toutes les vies humaines se valent ? Eh ben, je crois que oui. Et à nouveau, là, c'est peut-être mon côté croyant qui me fait dire ça. Croyante. Je pense qu'on est tous pareils. Donc, toutes nos vies se valent. Et qu'ensuite, les choix qu'on est amené à faire dans la vie peuvent un petit peu varier ça. Eh bien, si j'étais en accord avec mon discours, je dirais que la vie de mon beau-père égale celle de ma mère. Mais je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Ouais, peut-être qu'alors toutes les vies humaines ne se valent pas. Je sais pas. Mon côté rationnel dirait que oui. Mon côté émotif, disons, dirait que non. C'est très bizarre à dire, mais quand je pense à des personnes qui donnent la mort volontairement à d'autres, je suis très partagée. Parce que d'un côté, c'est l'incompréhension, c'est comment on peut faire ça, parce que je l'ai jamais fait et parce que je m'imagine pas du tout faire quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, j'ai une forme de... Je mets des très gros guillemets, hein, mais j'ai une forme de respect, parce que je me dis, faut aller loin pour en arriver à réussir à ôter la vie de quelqu'un volontairement. Et autant les meurtriers, bah, je mets un peu ça sur le coup d'une forme de folie un petit peu. Autant les soldats, je me dis, waouh, ils ont tellement été conditionnés, ils sont tellement dans un truc où c'est... Je crois pas que c'est normal pour eux hein, de tuer quelqu'un, mais on leur a un peu normalisé la chose pour qu'ils soient prêts à le faire et qu'ils aient pas forcément toute la culpabilité morale derrière de dire j'ai ôté la vie d'un ennemi ou d'un civil, ou etc. Mais pour moi, c'est un grand mystère. Ça reste, je dirais globalement, un mystère, le fait de ôter la vie à quelqu'un. Il y a quelques années, j'ai beaucoup pensé à la mort.
à si je me la donnais ou pas, si je commettais cet acte. Et j'ai essayé de diverses manières. Mais je crois que finalement, c'était pas mourir que je voulais, c'était. Je cherchais pas à quitter cette terre en fait. J'avais envie de quitter cette terre, mais ce que je voulais par-dessus tout, c'était que les sentiments qui m'animaient me quittent. La tristesse, le sentiment de solitude, la colère aussi. La colère, parce que c'est très fatigant la colère. Ressentir de la colère dans son cœur tout le temps, c'est épuisant. Et j'en pouvais plus d'être triste, j'en pouvais plus que ma mère me manque tous les jours. J'avais qu'une envie, c'était qu'elle me prenne dans les bras, et donc j'en suis arrivée à penser que c'était une bonne solution pour moi. Et bon, en fait, je suis là. Oui, oui, je crois que quand on se suicide, c'est une forme d'égoïsme, mais c'est un égoïsme que je comprends dans le sens où c'est pas qu'on s'en fout des autres, c'est qu'on arrive à un tel point qu'on pense vraiment que notre disparition est ce qui arrivera de mieux dans leur vie en fait. Euh, mais ça reste, oui, je comprends qu'on dise que c'est un égoïsme parce qu'on abandonne quand même tous ceux qu'on aime et on les laisse là alors que nous, bon, bah, on va vivre la belle vie avec Elvis et Michael Jackson. Mais je crois que derrière ça, il y a bien plus. Il y a bien plus. Souvent, c'est même plus, on a tellement envie de qu'ils aient eu une belle vie et on s'imagine tout un truc, on se dit que non, nous on leur apporte que du mal, etc. Donc voilà. Alors la colère m'habite beaucoup moins. Je l'ai transformée avec le temps. Et justement, elle m'aide à militer, à venir parler à gauche, à droite, etc. Le sentiment de solitude, ouais, mais je crois que... Je sais pas si je m'en séparerai un jour, mais oui, je me sens profondément seule. Et pourtant, j'ai un entourage extraordinaire. J'ai une famille géniale, j'ai des amis. On pourrait pas rêver mieux, je dirais. Et pourtant, ouais, je me sens toujours un peu seule. Mais je pense que c'est parce il manque quelqu'un de particulier. Alors, si j'avais un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, ce serait... ce serait soyez bienveillants avec les personnes qui viennent parler dans ce genre d'entretien, parce que c'est pas facile, peu importe le sujet. Et faisons attention les uns aux autres. Hésitons pas parfois à écouter un peu ce qui se passe à côté de chez nous. Et, et ouais, essayons d'être là un petit peu pour les gens qui nous entourent, même ceux qu'on connaît pas tant que ça. Je m'appelle Claudina, j'ai 25 ans. Je travaillais dans un Burger King, mais avant ça, j'étais formatrice en PAO, en bureautique et un peu en digital marketing. J'ai fait des études dans le graphisme et dans l'imprimerie et dans tout ce qui est industrie graphique. Comment j'ai côtoyé la mort? En fait, j'ai failli mourir par asphyxie et on a failli me tuer comme ça. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en couple avec un homme. On a passé 3 mois de relation ensemble, tout se passait très très bien. Moi, j'habite à Tours, lui, il habitait dans la région parisienne. Et en fait, on se fréquentait de temps en temps parce que, vu que c'était plus ou moins une relation à distance, mais on était tout le temps au téléphone, on se voyait quoi. Et en fait, au bout de ces 3 mois-là, j'avais passé le week-end chez lui. Et je sais même pas, c'est tellement improbable comme histoire que je sais jamais comment la raconter. Et en fait, la veille, ce qui s'est passé, c'est que il m'avait demandé d'avoir des relations sexuelles avec lui et j'ai refusé. À partir de là, bah, il m'a un petit peu fait la gueule. Je lui ai dit que voilà, enfin, on pouvait faire ça demain ou je sais pas trop quand, mais que là tout de suite maintenant, j'avais pas envie, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Du coup, il est allé dormir sur le canapé. Et je me souviens, dans la nuit, il est revenu. Quand je suis partie me coucher, j'avais laissé mon téléphone sur le coin du lit, vers le côté gauche, je crois. Bref.
Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis réveillée avant lui, il n'y avait plus mon téléphone sur le coin du lit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé dormir, et puis moi j'ai fait un petit peu ma vie. J'ai bu mon thé, je suis partie dans la salle de bain faire 2-3 trucs, et puis je suis revenue, et puis quand je suis revenue, il était réveillé. Et en fait, j'arrêtais pas de faire l'aller-retour et je cherchais mon téléphone partout. Je me disais, ouais, c'est bizarre, je retrouve pas mon téléphone. Et en fait, quand il s'est réveillé, je lui ai demandé où il était. Et il m'a dit, ouais, j'en ai rien à foutre de ton téléphone, là, tu me fais chier. Et puis il a commencé à mal me parler. Dans ma tête, je me suis dit, bah, je sais pas, il est réveillé du mauvais pied, j'ai pas plus. Enfin, du pied gauche, et j'ai pas plus à insister que ça. Donc, j'ai vu qu'il commençait à me parler assez méchamment, et puis je calculais pas trop, parce que moi, j'avais pas forcément. Enfin, c'était le matin, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Et je me suis dit que c'est juste de passage, et c'est là où l'erreur elle est, c'est qu'on se dit tout le temps moi il a juste une saute d'humeur ou quelque chose comme ça, et puis au final de fil en aiguille et ben ça monte. Et du coup en fait je lui ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone pour biper le mien pour savoir où il était. Et quand j'ai essayé d'appeler, il m'a donné son téléphone pour que j'appelle, il était sur répondeur mon téléphone, mais j'étais sûre à 100% qu'il était chargé et il s'éteint jamais. Donc du coup j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais bien le retrouver un moment. Donc je lui demande en fait de se décaler du lit pour que je puisse regarder vers entre le sommier, je sais plus comment ça s'appelle, et le matelas, il était pas tombé. Donc je lui ai demandé, il m'a dit qu'il voulait pas se déplacer et que encore une fois je le faisais chier. Donc j'ai voulu aller vers son ordinateur, je lui ai dit que j'allais sur son ordi pour envoyer un message à mes proches pour dire que je retrouvais plus mon téléphone tout simplement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est levé et il m'a dit que j'avais pas touché à ses affaires, et il a commencé à être vraiment de plus en plus violent sur ses mots. Donc je lui ai dit ok, vu qu'il était levé, je lui ai dit c'est pas grave, je vais en profiter pour que tu sois levé pour que je puisse regarder s'il y a mon téléphone sur le lit. Et du coup, en fait, il m'a laissé faire, et j'ai regardé, il n'y avait rien. Et en fait, j'ai soulevé le matelas, il était au milieu du lit, sous le matelas. Et dans ma tête, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a compris que j'avais compris qu'il avait caché mon téléphone sous le matelas. Et en fait, quand il a compris que j'avais compris, il m'a regardé, il m'a fait ouais, non mais c'est bon, maintenant tu vas me prendre pour un taré et tout. Et il a commencé je sais pas, à partir dans un délire trop bizarre, et il a pris mon téléphone et en fait il voulait regarder mes messages. Et moi je lui ai dit écoute, j'ai rien à te cacher, mais juste par principe tu regardes pas dans mon téléphone. Et là il a commencé à vraiment là on a vraiment commencé à se disputer. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que là c'était trop, qu'il avait pas à fouiller dans mon téléphone, parce qu'il voulait le code de mon téléphone. Je lui ai même donné le code de mon téléphone pour qu'il regarde, mais je lui ai dit à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prochain train pour Tours, et on verra toute cette histoire plus tard, mais moi je m'en vais. Et il m'a dit non, en fait tu partiras pas, enfin comment ça tu pars et tout. Et c'est à ce moment-là que vraiment, à chaque fois je dis ça, mais qui a commencé à être encore plus violent dans ses mots. Et en fait, quand il a vu que je commençais à préparer mes affaires pour rentrer chez moi, et il a gardé mon téléphone. Mais moi, le problème, c'est que j'allais pas rentrer chez moi sans mon téléphone. Et je lui ai dit de me rendre mon téléphone, tout ça, et que là, ça commençait vraiment à m'agacer. Et là, j'ai vraiment commencé à être très très énervée. Je lui ai crié dessus et je lui ai dit mais écoute, là, c'est clairement pas possible. Il a commencé à pleurer, à être dans tous ses états. Il m'a dit ouais, est-ce que tu m'aimes et tout. Je lui ai dit écoute, d'habitude je t'aime, mais là aujourd'hui franchement je te déteste parce que t'es détestable. Et quand j'ai voulu récupérer mon téléphone, déjà il voulait pas me le donner. J'ai quand même continué à préparer mes affaires, mon sac pour rentrer sur Tours. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé la porte à clé, il a gardé les clés et il m'a dit tu sortiras jamais en fait. Donc là, j'ai commencé à me sentir en danger, et je lui ai dit que ça pouvait pas... il avait pas le droit de m'enfermer chez lui, que je devais partir parce que sinon, en fait, on serait plus ensemble. Et en fait, à partir de là,
je sais pas, il a commencé vraiment à être bizarre. Mais quand je dis bizarre, c'est vraiment bizarre. Il m'a dit qu'il allait se suicider, je, je sais pas, qu'il pouvait pas vivre sans moi, que de toute façon ça allait être fini et qu'il allait vraiment se tuer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un couteau de cuisine et il me l'a tendu et puis il m'a demandé de le planter. Et moi je lui ai dit que bah, c'était clairement pas possible que je le plante avec un couteau et que de toute façon, pour une histoire de téléphone, ça partait trop loin. Donc, il m'a même supplié à genoux et il m'a dit il y a personne qui sortira de l'appartement tant qu'il n'y en a pas un de nous deux qui meurt. Donc là, j'ai commencé à vraiment avoir peur. Et j'ai essayé de récupérer mon téléphone pour appeler le 17, mais il m'empêchait tout le temps de... Enfin, il me prenait mon téléphone, des fois je l'avais, des fois je l'avais plus. Enfin, c'est ce que j'avais expliqué. Et vu que il voulait toujours pas me laisser sortir, bah, j'ai commencé à mentir. Je lui ai dit que ça irait, que je vais juste... Enfin, au début, je lui ai demandé qu'on aille dans un bar pour qu'on en discute, qu'on ne pouvait pas rester dans l'appartement s'il y avait trop de mauvaises tensions entre nous. Et que c'est pas comme ça qu'on arrêterait de se disputer et plus on resterait dans l'appartement tous les deux tout seuls et plus ça allait s'envenimer. Mais il voulait pas, il me disait à chaque fois non, je sais très bien que si tu sors, tu vas plus jamais revenir, tu vas me zapper. Et en fait, à partir de là, il a commencé à me dire non mais de toute façon, tant que tu me tues pas ou que tu me fais pas du mal, tu sortiras jamais de l'appartement. Donc il a commencé à me retendre le couteau en me disant « t'as juste à me planter » en fait, et il m'incitait à lui faire du mal. Il voulait absolument que je lui fasse du mal, et moi dans ma tête je me suis dit « non mais je suis enfermée avec un gars qui fait 2 fois mon poids, si je commence à rentrer dans des délires de violence et tout, c'est sûr il va en profiter pour me frapper en fait. » Donc moi en fait j'avais super peur qu'il me rende Enfin de toute façon j'aurais jamais eu la force de le planter le mec. Ce qui s'est passé, c'est que après, il a commencé à essayer de me faire craquer. C'était son but, que je lui fasse du mal. Et pour moi, bah, c'était mort. Et pour me faire craquer, en fait, il a commencé à me toucher partout. Enfin, les seins, les parties intimes, les fesses pour que j'en ai marre en fait. Il me disait ouais je sais que ça va t'énerver et tout, il y a bien un moment où ça va t'énerver et lui son but, il me le disait, il m'a dit t'inquiète je vais te faire craquer, tu vas voir si tu vas pas si tu vas pas t'énerver quoi. Et, et du coup il a commencé à me jeter sur le lit, à me toucher partout, à vraiment me faire des attouchements. Je sais pas comment expliquer ça mais j'en avais tellement marre qu'à un moment, je crois que j'ai fait semblant de m'évanouir en mode peut-être qu'il va me laisser tranquille. Il m'a regardé, il m'a fait non mais ça sert à rien. Il voulait que je craque. Et du coup, j'ai commencé à essayer de crier pour que les voisins ils m'entendent. Il m'a dit que ça servait à rien. De toute façon, dans le quartier où il était, il y aurait personne qui m'entendrait. Et même si on m'entendait, en fait, personne viendrait m'aider. Et en fait, vu qu'il avait déjà eu des problèmes avec son ex apparemment dans le même appartement, il m'avait avoué que même son ex avait déjà essayé de crier plusieurs fois, qui a tapé soi-disant des délires où elle était hystérique. Parce que pour lui, toutes ses copines étaient hystériques. Donc moi, pour lui, j'étais hystérique. Son ex, c'est pareil. Et il avait aussi un enfant. Et puis il a même pas la garde de son enfant. Donc quand il a vu que je commençais à crier et que je commençais vraiment à paniquer, à pleurer, et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est à ce moment-là qu'il a essayé qu'il a commencé à être violent. Je me souviens que il m'avait pris par les cheveux, il m'avait traîné dans tout l'appart par les cheveux. Il me donnait pas des coups, mais il me tirait les cheveux. Et à chaque fois, il me faisait tomber par terre. Il me poussait. Et son but, c'était que je m'énerve à un moment donné. Et en fait, quand il a vu que je cédais pas et que ça commençait vraiment à le saouler, parce que là, je fais un résumé, mais ça a duré des heures et des heures et des heures, tout ce qui s'est passé là. Il a commencé à essayer de m'étrangler. Et après, il a essayé de m'étouffer avec ses mains.
Et quand il a commencé à faire ça, bah, j'ai vraiment... En fait, j'ai vraiment cru que j'allais y passer et que ça allait jamais s'arrêter parce que si pour lui il fallait pas que je sorte pour que je parle et qu'il faisait connerie sur connerie, et ben plus les conneries allaient être graves et plus il aurait eu l'envie d'en finir avec moi pour pas que ça se sache. Donc j'ai vraiment commencé à avoir peur et à côté de ça, enfin j'ai complètement zappé tout ce qui était rabaissement, il me rabaissait et forcément toute la dispute c'était de ma faute et, euh, et que et que tout ce que j'endurais en fait, le fait qu'il m'étouffe, le fait qu'il m'étrangle, le fait qu'il me tire par les cheveux, tout ça, et ben c'était clairement de ma faute parce que j'avais fait un truc de mal, mais même moi je lui ai demandé mais qu'est-ce que j'ai fait et même ça il arrivait pas à me répondre. Il me disait juste bah c'est de ta faute. Après en fait il y a un moment où je me souviens il y avait un sac plastique par terre. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus choquée parce qu'il a pris le sac plastique dans ses mains et il m'a regardé, il m'a fait ouais, tu sais, avec ça, ça irait plus vite, en parlant de l'asphyxie. Moi, en fait, tout ce que je faisais, c'était essayer d'esquiver, de pleurer, de reprendre mon souffle. Il y avait des fois, je pouvais plus pleurer parce que je me disais, ouais, non, mais si je pleure à ce moment-là et que j'utilise trop de mon souffle, quand il va me rechoper, bah j'aurais plus assez de souffle pour essayer de m'en sortir. Et il y a un moment, en fait, il a commencé à ouvrir le tiroir un tiroir, et en fait, il y avait une corde. Et là, il a commencé à s'énerver, il a sorti la corde et il a dit non, mais là c'est bon, tu commences à me saouler, je vais t'attacher et puis on va régler ça. C'est pas exactement les mots qu'il a dit, hein, mais en fait, par instinct de survie, je me suis levée pendant qu'il était ado pour sa putain de corde là. Et il y avait une espèce de porte-fenêtre à ma droite et j'ai réussi à me lever très très rapidement, à ouvrir la porte-fenêtre. Et en fait, j'étais du 5e étage. Et il y avait un espèce de mini balcon. Et j'ai essayé de sortir, je me suis agrippée au barreau. Et j'ai crié à l'aide. J'ai jamais crié aussi fort de toute ma vie. Et en fait, je me souviens que quand j'ai crié, il y a quelqu'un en bas qui m'a dit en mode ouais, il y a quoi ? Et bah, moi j'étais là, en fait je criais à l'aide. À l'aide, c'était la seule chose que je disais. Du coup, mon agresseur, il m'a tendu mon téléphone, il m'a dit c'est bon et tout, tu peux y aller, tout le monde t'a entendu là. Casse-toi quoi en gros. Et du coup je me suis retournée et je suis re-rentrée dans l'appartement parce que avant il essayait de me tirer en fait il y a un passage où il a essayé de me tirer pour que je rentre dans l'appartement, mais il s'est pas mis en face, il s'est mis du côté et je me suis dit, enfin c'est après que j'ai tilté que je me suis dit mais c'est bizarre, il s'est jamais mis en vis-à-vis de ce qu'il y avait en face, tout ça pour, je pense, pour pas qu'on le voit. Et il m'a tendu mon téléphone. Il m'a dit c'est bon, rentre maintenant et puis casse-toi, prends tes affaires et casse-toi. Et je suis rentrée dans l'appart, il m'a dit, et du coup j'ai voulu prendre mon téléphone, il m'a dit non mais tu fermes d'abord la fenêtre. Bah moi comme une imbécile j'ai fermé la fenêtre. Et en fait il a repris mon téléphone et il m'a souri et il m'a dit bah tu sortiras jamais. Et à partir de ce moment-là, bah, il a été super violent. Il a vraiment. Enfin là, ma tête elle est passée de tous les côtés. C'était essayer de m'étrangler, de m'asphyxier avec les mains, la tête dans les coussins, dans le lit, dans le canapé. J'essayais de respirer par tous les moyens entre ses doigts, entre les coussins, c'était super compliqué et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé, je pense, à tomber dans les vapes parce que j'ai commencé à faire des rêves trop bizarres. J'ai commencé à avoir des douleurs un petit peu de tous les côtés et il y a un moment où c'était tout noir. Je sais pas comment expliquer ça, j'étais entre le conscient et l'inconscient et j'étais dans une espèce de pièce noire. Et en fait, il y avait que de la lumière sur moi. Et j'ai regardé un petit peu partout et je me disais, ah putain, je suis bien là. J'étais trop bien. Et je me disais, ouais, j'ai pas mal et tout, il n'y a pas de stress.
Donc je pense que je devais être en train de planer. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben c'est ça mourir. Je me suis réveillée un peu en stress entre les étranglements, les étouffements. Et moi, ma psychothérapeute, elle me dit que en fait, quand on est inconscient et qu'on est reconscient pendant le même choc, et ben l'instinct de survie revient et puis en fait, on a l'impression qu'on n'a rien vécu entre les deux, mais c'est possible en fait que j'ai été plusieurs fois inconsciente pendant ce qui s'était passé, parce qu'après avec le rapport des policiers et puis plein de petits détails que mon agresseur a donné, et ben on s'est rendu compte qu'il y avait plein de passages que j'ai zappés. Donc soit c'est mon cerveau qui n'acceptait plus toute cette violence là, ou soit j'étais inconsciente et vu que à chaque fois que je retournais consciente, j'étais direct en état de choc, et ben mon cerveau il captait pas qu'il y avait rien entre les deux. Et j'ai eu des passages aussi où j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui pleuraient autour de moi, qu'il y avait des espèces d'entités, et puis dans ma tête je me suis dit non mais je commence vraiment à devenir tarée par le manque d'asphyxie, et ouais, j'avais l'impression de devenir folle en fait. J'entendais des trucs. J'ai aussi eu l'impression de voler. Après, il y a un moment où il a réussi à m'immobiliser. Et là, je pensais vraiment que c'était fini. Et en fait, ça a toqué à la porte. Et quand ça a toqué, je me suis dit, ok, là, en fait, il va réussir à en finir avec moi. Et j'ai bien senti qu'il voulait pas que je parle, avant que les gens rentrent. Et moi, je me suis dit, non, mais les voisins, ils arrivent à la fin de la guerre. Là, je vais clamser, en fait, avant qu'ils arrivent me sauver. Honnêtement, il y avait des fois, j'avais envie de plus me débattre. Parce que des fois, je bougeais, et puis c'est ce qui me permettait de pouvoir respirer après. Parce que même lui, enfin, il avait sa technique pour essayer de m'asphyxier sans trop laisser de marque. Mais au final, ça le fatiguait aussi. Donc... moi, j'étais là, plus c'était la fin, et plus j'avais de la force. Et plus c'était le début, et plus, je sais pas, j'avais l'impression que mon corps, il essayait d'économiser sa force pour, au cas où, si là, c'était vraiment fini, essayer de se débattre. Et à chaque fois, j'avais toujours un petit peu de force avant de m'éteindre, si je peux dire ça comme ça, pour bouger. Et je crois que la plus grande de mes peurs, c'était qu'on me retrouve jamais. C'était de mourir et qu'on me retrouve jamais, parce que je me suis dit, mais si je meurs comme ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire de mon corps, le gars? Est-ce que les gens ils vont pouvoir... on pense à des trucs bizarres. Je sais pas comment j'ai pu penser à tous ces trucs-là en me faisant asphyxier, et dans ma tête c'était que mes parents ou que ma famille ils puissent pas venir à mon enterrement, parce qu'ils m'auraient jamais retrouvée après ça. Mes parents ils sont à l'étranger, et ils sont à l'île Maurice, et j'avais passé 2 ans justement là-bas, où j'ai vécu avec eux, et c'était vraiment super cool. Et en fait, je me souviens que quand je suis partie, quand j'ai pris mon billet d'avion pour revenir en France, ma mère, elle voulait pas trop, mon père aussi, et puis je leur disais non, mais t'inquiète, c'est pour réussir ma vie, c'est pour faire des trucs de haut, j'ai plein de projets en tête. Moi, à la base, j'étais revenue en France pour essayer de monter une boîte. Et en fait, quand il s'est passé tout ça, je me suis dit, j'ai rien fait de ce que j'ai promis à mes parents quand je suis partie. Et en fait, j'avais vraiment pas envie de mourir sans... de laisser mes parents comme ça, alors que quand je suis partie et que j'ai pris mon billet d'avion, je leur ai dit que ça se passerait bien. Et même aujourd'hui, c'est l'une des choses qui me fait le plus mal. Enfin, je suis pas partie pour que mes proches ils s'inquiètent ou qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé. Donc, pour revenir à l'histoire, en gros, moi, ce que j'ai vu, c'est lui qui était derrière moi et qui essayait de m'asphyxier. Et en fait, j'ai plus d'autres souvenirs, et je me souviens juste de la porte qui s'ouvre et les policiers qui rentrent.
Et en fait, apparemment, ça s'est pas passé comme ça du tout. Et moi, c'est tout ce que je me souviens. Mais apparemment, ça a toqué. Lui, il a eu le temps de faire sa vie, d'entrouvrir la porte, de discuter, de voir avec les policiers. Et au final, quand il a essayé d'entrouvrir la porte, apparemment, les policiers, ils ont fait sauter la porte. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. En fait, la personne qui m'a répondu quand j'ai décrié sur le balcon, c'était un policier. J'ai une période très très longue de stress post-traumatique où j'avais énormément d'angoisse. Je sursautais tout le temps, j'avais tout le temps peur, je sortais jamais de chez moi, j'avais peur de me faire agresser, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger. Et après, j'ai eu une période où je faisais que de dormir, je faisais que de manger. Et j'ai dû prendre des médicaments. Alors, j'ai pas pris des antidépresseurs, j'ai pris des médicaments contre les angoisses, des médicaments qui m'aidaient justement à réduire ma tension, parce que j'avais des problèmes de tension suite à ça. J'ai dû être suivie par une association qui m'a beaucoup aidée à aller mieux, parce que j'avais le droit à une psychothérapeute gratuite qui est chargée justement des stress post-traumatiques et des violences conjugales. Ce que l'incident a pu m'apporter en mal, c'est vraiment un manque de confiance en moi et surtout un manque de confiance envers les autres. Dans le cadre de violences conjugales, on subit énormément de violences psychologiques. La personne avec qui on est peut nous rabaisser, peut nous reprocher des choses qui peuvent être des qualités pour beaucoup d'autres personnes, mais ces personnes-là font en sorte que nos qualités soient des défauts. Par exemple, quelque chose d'idiot, mais être jolie, c'est une qualité, mais on va transformer cette qualité en défaut, ou être intelligent, ou être drôle. Et ça m'a fait perdre énormément de confiance en moi, et du coup, je pouvais plus interagir avec les gens à cause de ça. Autre chose dans le point négatif, c'est que j'avais peur de tout. Je suis allée jusqu'à quitter mon travail parce que j'avais peur qu'ils me retrouvent et qu'ils viennent me chercher. Et je vivais tout le temps en mode survie. En fait, à chaque moment, à partir du moment où j'étais éveillée, et même quand je dormais, j'étais constamment en train d'avoir peur. Même quand j'étais chez moi. Je me souviens, le premier mois, en fait, je suis pas sortie de chez moi, j'étais en arrêt. Donc le médecin il m'avait mis en arrêt maladie et je suis restée chez moi du début à la fin de mon arrêt, et quand j'ai commencé à retravailler, j'avais trop peur de faire les trajets toute seule. Quand on est en stress post-traumatique, ce qui se passe c'est qu'on n'est plus du tout la même personne et pendant tout le temps on essayait de guérir de ça, et on essayait de redevenir la personne qu'on était sans les angoisses, sans la peur, sans être tout le temps en instinct de survie. Et c'est ça qui a été très compliqué, c'est de se retrouver et de pouvoir être la même. Mais au final, quand on vit un choc pareil, on change pour toujours, je pense. Avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, j'avais plein de rêves, plein de projets. Et quand j'étais face à la mort, pendant tous les 7-8 premiers mois, je me suis dit à quoi bon, en fait, avoir tous ces rêves-là, tous ces projets, alors qu'à un moment, je vais mourir. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus de passion, je vivais plus pour mes passions, je vivais plus pour mes ambitions professionnelles, parce que j'avais des ambitions professionnelles. Et en fait, j'avais tout laissé tomber et je voulais plus rien faire, parce que pour moi, ça en valait pas la peine, et j'avais l'impression que tout était trop court pour avoir envie de faire tout ça. Et au final, quand j'ai réussi à me sortir de mes angoisses, ça fait peut-être... ça fait 1 ou 2 mois que je suis sortie totalement de mes angoisses. Enfin, pas totalement, mais d'une grande partie où je suis beaucoup plus soulagée. Là, j'ai envie de reprendre là où je m'étais arrêtée pendant tout le temps où j'étais en stress post-traumatique. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans cet incident, c'était ma naïveté. Je dis pas que je vivais dans le monde des bisounours avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, mais j'aurais jamais pensé que quelqu'un soit aussi cruel pour faire ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le fait de
pas y avoir cru, le fait de me dire que je pense, comme toutes les femmes qui subissent des violences conjugales, on se remet en question sur des choses sur lesquelles il faut pas se remettre en question. Peut-être que j'ai pas fait ci, peut-être que j'ai pas envoyé un message, peut-être que j'ai dit un mot de travers, peut-être que j'ai pas donné assez d'attention, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et peut-être que j'ai fait une erreur. Et au final, on se met beaucoup de pression parce qu'on est tout le temps remis en question, et puis quand derrière, en fait, il y a encore la justice qui va nous dire oui, mais peut-être que vous avez fait ceci et cela, et c'est tout le temps des remises en question, et c'est très très fatigant. Cet instant, il me revient souvent en mémoire et en rêve. J'ai souvent eu des flashs. En fait, quand je suis sortie de l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que j'avais souvent envie de vomir. J'avais tout le temps des nausées parce que je voyais mon cadavre. Pour moi, c'était vraiment la mort que je voyais, parce que j'ai eu des passages où j'étais inconsciente pendant qu'il se passait ce qui s'est passé. Et souvent, je voyais mon cadavre et j'avais envie de vomir. Et c'est pareil pour les rêves. C'était plus ou moins toujours le même rêve. C'est quelqu'un qui me poursuit et qui essaie de me tuer. Et en fait, c'est toujours une personne différente, ou une créature, ou un robot, ou un extraterrestre. Et c'est toujours quelque chose de différent, et des fois c'est mon agresseur, des fois ça ne l'est pas, ça se manifeste sous forme de monstre en fait. En fait, j'ai pas peur de ma mort, mais maintenant qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'ai peur du contexte de ma mort. Maintenant, je me dis que j'ai moins peur de la mort dans le sens où si c'est une mort par accident ou si c'est une mort d'une maladie, je me dirais c'est la vie. Quand quelqu'un choisit ou provoque notre mort, eh ben, je trouve ça différent. Mais j'irai pas minimiser des personnes qui souffrent ou qui ont eu des accidents ou autres. Mais d'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça, mais quand mon agresseur il m'a demandé de le planter avec un couteau, en fait, je pensais que j'allais y rester, parce que je me suis dit, bah, si je le plante, il va me planter. Et la première chose que je me suis dit, c'est je peux pas partir de cette terre en ayant frappé ou en ayant planté quelqu'un. Et j'aimerais pas, en fait, arriver à faire des guerres, par exemple, ou à devoir, pour survivre, tuer des gens pour mourir juste après. Enfin, dans notre société française, je trouve que les gens, la place de la mort est assez minimisée, dans le sens où, à part dans les hôpitaux ou les gens qui travaillent là-dedans, mais dans notre quotidien, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu tabou de parler de la mort. Si par exemple, je sais pas, on se retrouve en soirée et qu'il y a des gens qui parlent de leur deuil ou qui parlent de personnes qui sont morts, j'ai l'impression que c'est mal vu. Je pense qu'on devrait plus parler, pas forcément de la mort, mais de nos morts d'une manière à ce que ce soit agréable d'en parler, et surtout de revivre des bons moments, de pas voir juste le manque de cette personne-là. Ça devrait pas être tabou de parler de la mort, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont peur, parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment gérer les choses. Si par exemple il y a un de leurs proches qui meurt, ils sauraient pas comment gérer leurs émotions, gérer le manque et toutes les étapes du deuil après. On n'est pas préparé, je trouve, à supporter ce choc-là. C'est tellement tabou que dès que ça arrive, il y a plein de gens qui tombent en dépression parce qu'ils supportent pas le deuil et ils savent plus comment le vivre. Ça devrait être moins pesant sur une discussion, en fait. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'en parler, et puis aussi de me faire soigner, et d'avoir une psychothérapeute qui était spécialisée dans toutes ces choses-là, parce que je pense que quand on côtoie la mort, on se reconnaît plus et on change. Et peut-être qu'on change pour toujours, et c'est très très dur de se retrouver, de vivre sa vie comme si rien ne s'était passé, et c'est très très dur d'accepter le fait qu'on a vu tout ça, ou le fait qu'on ait subi tout ça. Et ça peut être sous n'importe quelle situation ou violence.
si il y a des femmes qui ont vécu beaucoup de violences conjugales ou parlez-en. Je sais que c'est compliqué, mais il faut appeler des numéros, il faut porter plainte, si vous subissez quoi que ce soit de violent, même des violences psychologiques, c'est important de mettre des mains courantes, de faire tout ça, parce que moi, ce genre de choses-là, si il y avait des femmes qui ne l'avaient pas fait avant, en fait, le gars, bah, ça se trouve, il aurait pu ne jamais payer, même s'il n'a pas encore totalement payé pour ce qu'il a fait. Et c'est important de sensibiliser, de prévenir. Moi, j'ai pas eu la force, en fait, pendant des mois et des mois, de prévenir par rapport à ce mec-là. Et j'aurais pu mettre des personnes en danger parce que j'ai fermé ma bouche. Et bah, aujourd'hui, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, il y a beaucoup d'associations dans lesquelles on milite pour ce qu'on appelle des féminicides, parce qu'il y a la violence conjugale et il y a les féminicides. Et c'est bien de se renseigner de là-dessus et d'aider autant que ce soit nous des femmes, mais aussi des hommes qui puissent prouver que les mecs sont pas tous les mêmes. Et voilà, enfin, je dis ça parce que j'ai participé à une manifestation qui a été organisée par l'association Nous Toutes, qui est contre... c'était pour les féminicides, les agressions sexuelles et les viols. Et c'était très impressionnant de voir beaucoup de femmes, soit qui ont perdu des proches à cause de violences conjugales, ou soit voir des mecs qui ramenaient leurs copines qui se faisaient encore harceler par leur ex. Donc à partir de là... c'est pas que aux femmes de se battre pour ça. Il y a aussi une part, je pense, d'hommes qui devraient... Enfin, je suis désolée pour vous, devoir rattraper les bêtises des autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.